Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont en votre compagnie avec un immense bonheur, avec l'incontournable Cécile de Minibus. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe David, comment ça va? Oh, quand je suis avec vous, ça va toujours bien. Et chaque jour, ça va encore mieux. Vous le pensez ou vous dites ça comme ça pour faire plaisir? Eh bien, droit dans les yeux, je le pense. Ah bah c'est bien, voilà. Vous êtes contente au moins, j'espère? Bah oui, je suis contente. Je fais des bons de cabré, regardez. Elle est très surprise. J'aurais adoré qu'ils me disent le contraire. Bah non, je fais ça pour l'antenne en fait. Je ne mens jamais. Imbécile. Hein, bah, je vous en prie. Non, je parlais de moi. Ah bon? Voilà. Non, je me permettrais pas quand même, Philippe David. Avec tout, vous me dites bien pire. Culbuto. J'ai dit ça. Oui. Vous avez des preuves? Mais c'est mignon, Culbuto. Mais il est mignon. Est-ce que vous l'avez vu, le vrai Culbuto, Philippe David? Est-ce que vous avez vu le petit jouet Culbuto? Vous m'avez tellement transformé que maintenant, quand je me regarde dans la glace, je me dis tiens, salut Culbuto. Ouais. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Et vous le mettez en arrière, il revient en avant. Il est trop mignon. Voilà. Mais j'adore ce Culbuto. En tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger était avec nous. On va en parler dans un instant, bien entendu, puisque là, vous m'avez complètement désorienté. Et c'est le sommaire de cette émission. Bruno Retailleau dénonce l'entrisme des frères musulmans visant à faire basculer la société française dans la charia. Stratégie d'infiltration dans les associations sportives, culturelles et sociales. Un rapport sera présenté demain au Conseil de défense. Alors parlons vrai, êtes-vous surpris par le contenu de ce rapport? Et à la question entrisme des frères musulmans, sommes-nous face à des années de déni? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Jacqueline Eustache-Brignot sera avec nous, sénatrice LR du Val d'Oise et rapporteure de la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste et les moyens de le combattre en 2020. Et puis la Cour des comptes refuse de certifier les comptes de la CAF pour la 3e année consécutive. La raison paraît invraisemblable, une erreur de 6 milliards 300 millions d'euros dans les comptes des caisses d'allocation familiale. Alors parlons vrai, est-ce que cette somme qui représente 8% des prestations vous semble surréaliste? Et à la question 6,3 milliards d'erreurs à la CAF, l'État doit-il nous rembourser de ses erreurs de gestion? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300 où vous n'aurez rien à rembourser à Aude. Et Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, sera avec nous. Allez, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Mais oui, vous l'avez voulu, il est là, Philippe Bilger. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir mes amis. Auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir Mickaël. Ça fait pas longtemps qu'on s'est pas vu, mais c'est quand même un plaisir de vous retrouver. Non, ça va pas loin. Mickaël, au début, quand il venait, il avait une veste, machin, et maintenant il est un peu Freiderwear. Il y a un petit côté Macron, je trouve, ces derniers temps. Une petite jeunesse à cette émission quand même, non? On dirait Emmanuel Macron dans ses grands débats. Voilà, et en plus, quand je vois ces chemises, moi, il m'en faudrait 2 pour rentrer dedans quand même. Parce que là, Culbuto, là... Mais 2, vous êtes en dessous de la vérité, Philippe. J'ai envie de vous dire. Et Loïc Guéret est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir, Loïc. Bonsoir, maître, devrais-je dire. Et j'en profite pour vous dire qu'on va lancer un petit jeu, puisqu'on a envie de vous offrir des cadeaux pour la fête des mères. Et on va vous offrir dans quelques instants un bracelet de la collection Lettres, initiales du prénom. Vous pourrez écrire votre prénom ou celui de l'autre, si c'est une femme ou un homme, livré dans un coffret cadeau et offert par le vent à la française.com. Valeur une quarantaine d'euros, 0826 300 300. Philippe Bilger, donnez-moi un chiffre entre 13e appel au standard. Voilà pour ce très joli cadeau. Le 13 va porter bonheur. Absolument, ça porte bonheur. Allez, on vous souhaite 75 ou 90. La bienvenue et le 0826 300 aussi avec Antoine qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir les vraies voix et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et vous revenez sur quelque chose qui nous agace tous, c'est le démarchage abusif suite au récent rapport du médiateur de l'énergie. Oui, c'est un peu le serpent de mer habituel. Effectivement, certains fournisseurs alternatifs qui usent de pratiques inacceptable. Alors c'est pas moi spécifiquement qui le dit, mais je sais pas si vous avez aperçu le rapport du médiateur de l'énergie sur l'exercice 2024. Et puis on le voit sur nos téléphones, Antoine. Vous le voyez. Très bien. Belle époque. Et donc oui, effectivement, on peut se réjouir du fait qu'on a une baisse d'environ 20% des saisines et des plaintes par rapport à ces fournisseurs alternatifs, mais encore trop souvent, et on en fait tous l'objet, vous l'avez sous-entendu, de démarchage abusif, téléphonique, porte-à-porte, ou encore des fois de contrats qui ne font pas mention de prix,
ça je l'ai appris avec surprise, voir des contrats dont les modifications de prix se font sans le consentement du consommateur, alors que ces contrats sont réputés à prix fixe. Bref, c'est absolument pas sérieux et au final, eh bien, c'est le consommateur, qu'il s'agisse des particuliers ou des professionnels, qui font l'objet de ces promoteurs. Vous avez raison de le dénoncer, Antoine. Je m'adresse, parce qu'il nous reste 40 secondes, directement à un pénaliste. Alors même si on n'est pas dans cette... voilà, mais effectivement, on a l'impression que mais surtout les lois passent et très passent. Il n'y a rien qui fonctionne réellement, mais c'est malheureusement comme souvent chez nous, on en reparlera peut-être d'ailleurs au travers de nos différents sujets, mais les lois et les règlements, ça on sait faire, le reste, beaucoup moins. Comme tout le monde, hein. Moi je suis harcelé, alors en particulier parce que le numéro doit traîner... Ça c'est moi qui vois ça. Plusieurs fois par jour. Oui, bien au moins 2 fois. Ouais. Et Blocktel ne fonctionne absolument pas, parce que je me suis efforcé de suivre la règle, hein. Ça marche pas. Dénoncer, mais on n'arrive pas à faire passer des plaintes sur surtout. Et à qui, voilà, c'était toujours le problème. Rien du tout. Et c'est ça. Mais là peut-être une piste, c'est sur les opérateurs. C'est-à-dire qu'il est assez peu probable que Orange, Bouygues et les autres ne soient pas informés que des numéros listés tout à la suite. C'est-à-dire que vous avez une décomposition. Il y a une appli Orange Téléphone, mais elle fonctionne très mal au demeurant, puisqu'elle a été modifiée récemment. Elle permettait avant de bloquer ce que la communauté bloquait, et ça a été désengagé par Orange. Donc je soupçonne fort qu'il y a eu des intérêts financiers à un certain moment. Et aujourd'hui, vous pouvez pas bloquer préventivement. Vous pouvez bloquer que ce qui vous appelle ou par plage de numéros. Et là aussi, j'ai du mal à croire. Je pense que c'est par eux qu'il faut aller tacler un peu ces opérations-là, parce qu'ils savent à quel prestataire ils ont affaire, et c'est à eux de faire la police chez eux. J'aurais jamais dû le lancer. Là. Il est remonté comme une pendule. Allez. Il est plein d'énergie. Il y a 2 sujets qui mobilisent le parquet. Ça. Ah voilà, c'est ça. Allez, vous restez avec nous. On vous garde, Antoine, bien sûr, de Nîmes. On est ravis de vous accueillir dans Les Vraies Voix. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. On va parler des erreurs qui ont permis à Le Squarnec d'échapper pendant un certain temps à la justice. On va en parler dans un instant. Soyez les bienvenus. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. Aude vous attend. Et nous aussi, jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix tous les jours de 17h à 19h. C'est un rite auquel vous ne pouvez, comment dire, déroger. Voilà, oui. Voilà, absolument. C'est vrai. Bravo. Philippe. Oh, bravo. Vous venez d'impressionner Philippe Bilger, c'est pas rien. Déroger, c'est bien. Vous parlez de rite, vous mettez déjà le clocher, l'église au milieu du village avant moi. Oui, c'est ça. Absolument. Mais je vais vous le rendre. Ne vous inquiétez pas. Philippe Bilger est avec nous, avec Michael Sadoun, je vais y arriver. Loïc Guérin. C'est joli. Loïc Guérin, bien entendu, et vous, 0826 300 300. Dans un instant, avec Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? On va parler de ces intempéries qui ont fait 3 morts dans le Var et endommagé notamment une ligne ferroviaire dans le Lot-et-Garonne avec un TGV immobilisé la nuit dernière. On va parler aussi du milliardaire Pierre-Édouard Stérin qui n'honore pas les convocations de l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui pourrait saisir la justice, qui va saisir la justice, c'est annoncé. Et puis de cette chasse aux mini-téléphones portables dans les prisons, opération Prison Break. Oui, c'est son nom, cette opération. Des petits portables, un tout petit, comme des briquets. En 3 mots, intempéries, lapin et portable. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et voulait requérir sur les erreurs qui ont permis à Joël Le Squarnec de continuer à sévir. On rappelle que ce sont des viols par un chirurgien. Alors, comment dire, en 2004-2005, Le Squarnec a fait l'objet d'une enquête de gendarmerie et a été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes à une peine avec sursis ou probatoire. C'est pas tellement ça qui m'intéresse. Tout le monde, évidemment, a fustigé cette enquête de gendarmerie et ce jugement parce que plus tard, on a su qu'il avait commis des horreurs. Et on a dit, en 2004-2005, on aurait pu tout arrêter. Mais le problème, c'est que les gens qui ont abordé les affaires Le Squarnec en 2004-2005 auraient dû avoir une sorte de préscience absolue sur ce qui allait advenir par la suite. On peut souligner que peut-être ils n'ont pas assez approfondi l'enquête et le jugement
en 2004-2005. Mais je trouve que parfois il y a une forme d'injustice à reprocher à des gens qui ne connaissent pas évidemment le futur, des limites qu'ils ont été obligés de mettre et qui imposent que plus tard on est effrayé par des incuries judiciaires auxquelles malheureusement on est trop souvent habitué. On a un avocat pénaliste, on lui donne la parole, Loïc Guérin. Je peux pas être plus d'accord que cela. C'est évident qu'au moment où on juge un individu, on le juge sur la base d'un dossier, sur de faits précis. Il n'y a pas de boule de cristal au tribunal, en tout cas j'en connais pas. S'il y en a, je suis curieux d'apprendre où elle existe et qui la maîtrise. Mais en l'occurrence, oui, on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il n'a pas commis ou qu'on ne connaît pas à ce moment-là. Il est toujours facile de réécrire l'histoire a posteriori. C'est en général, les réseaux sociaux sont très forts pour ça. Ils l'écrivent même par anticipation. Oui, c'est très bon. Ils veulent tous pendre haut et court leurs voisins, mais pas eux-mêmes. Et quand ça leur arrive ou quand ça arrive à un proche, là, tout à coup, ils découvrent que finalement, la vie est beaucoup plus complexe. Et c'est ainsi, c'est regrettable, mais c'est ainsi. Mickaël Sadoun. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Après, on peut quand même comprendre la colère des gens qui ont été victimes par la suite et qui essayent de chercher les failles dans la justice et, j'ai envie de dire, les défauts d'appréciation à un moment donné, même si évidemment les actes n'avaient pas encore été commis à l'époque. Ce serait ma simple nuance sur ce sujet. On peut retenir, juste une seconde, que les enquêtes, l'enquête de 2004 et le tribunal correctionnel ne sont pas penchés avec beaucoup d'attention et de profondeur sur les choses. Alors, je ne veux pas enfoncer ou tirer sur l'ambulance, mais quand on voit comment les enquêtes sont menées en général, et quand elles sont menées aujourd'hui, ce qui est encore pire qu'à 20 ans, je suis pas du tout surpris pour le coup. Et demain soir, dans Les Vraies Voix responsables avec Cécile de Ménibus, de 19h à 20h, donc on parlera de pédophilie et notamment de ce procès Le Squarnec, de cette affaire absolument sordide. Ce sera de 19h à 20h. Avec dans Céline Les Vraies Voix Maïto, qui est victime et partie civile dans le procès d'assises Le Squarnec. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite, Félix Mathieu. Les Vraies Voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont intempéries, lapin et portable. Le bilan des intempéries monte à 3 morts dans le Var, 3 octogénaires au Lavandou et à Vidauban. Elles ont été surprises par la montée rapide des eaux, ces torrents provoqués par les pluies d'orage. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin sèche de nouveau une convocation de l'Assemblée nationale. La commission d'enquête sur les élections voulait l'auditionner sur sa stratégie d'influence politique et son projet Périclès. Elle annonce maintenant saisir la justice. Et puis opération Prison Break dans 66 prisons, des perquisitions pour y dénicher 5000 mini-téléphones portables tout petits comme des briquets. Ils permettent de passer les portiques de sécurité. Les Vraies Voix Sud Radio. Ça, je ne l'ai jamais vu. Des maisons prises au milieu d'un torrent qui charrie tout sur son passage, des meubles, des arbres, des voitures. Les pluies d'orage ont provoqué une montée des eaux très rapide dans le Var notamment. 3 octogénaires ont perdu la vie, 2 au Lavandou, surprise et piégés par le phénomène. Une autre à Vidauban dans la plaine des Morts. Au Lavandou, le maire compare ce qu'il a vu à des scènes de guerre. Ces 2 habitantes rencontrées par Lionel Maillet décrivent des scènes comme irréelles. C'est la première fois qu'on voit un tel dégât. Une pluie énorme, un déluge pendant 1 heure. J'ai dû pousser l'eau, autrement ça rentrait dans ma maison. Alors pour éviter l'inondation, j'ai dû pousser avec les balais et tout ça. Moi c'est impressionnant parce que j'ai une maison qui est en contrebas. Et donc si vous voulez, le portail s'est ouvert. J'avais un torrent de boue dans le jardin, j'ai toute la cave qui heureusement fait la superficie de la maison est complètement inondée et là c'est une boue de partout. Ah oui, non, c'est effroyable, j'ai jamais vu ça, jamais. Des propos recueillis par Lionel Maillet au Lavandou pour Sud Radio. La vigilance orange pluie inondation a pris fin à 14h. Dans le sud-ouest également, frappé par de fortes pluies et des orages de grêle, une voie ferrée s'est effondrée à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Le sol s'est dérobé sous une partie des rails, immobilisant un TGV la nuit dernière. Ça a mis à l'arrêt la ligne Toulouse-Paris. Alors bien sûr, on pense à toutes les personnes qui ont été impactées par ce déluge. Le deuxième mot, lapin, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin sèche de nouveau une convocation à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête parlementaire sur l'organisation des élections entend l'auditionner sur sa stratégie annoncée d'influence sur le débat public et les élections. Son projet Périclès comme patriote enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Rien que ça, le milliardaire conservateur entend dépenser 150 millions d'euros en 10 ans pour notamment soutenir des candidats au service d'une ligne libérale sur le plan économique et conservatrice sur les sujets sociétaux. Sauf que Pierre-Édouard Stérin refuse de répondre aux convocations des députés
sur ce sujet. Le député Renaissance, Thomas Cazenave, président de cette commission d'enquête sur l'organisation des élections en France, annonce donc saisir le procureur de la République. Rien ne justifie que M. Stérin se place au-dessus des lois de la République. Rien ne justifie que M. Stérin méprise l'Assemblée nationale et ses représentants, alors même qu'il dit, quasiment en ce moment même sur les plateaux sur CNews, qu'il porte un projet politique. Et j'ai envie de dire à M. Stérin, quand on porte un projet politique, on ne refuse pas de venir au cœur même de la vie politique française, au cœur même de l'Assemblée nationale, pour venir échanger, débattre autour d'un projet qui soulève un certain nombre d'interrogations, de questions de la part de la commission d'enquête. Le président Renaissance de la commission d'enquête sur l'organisation des élections, Thomas Cazenave, Pierre-Édouard Stérin, justifie son refus en tout cas de se rendre à l'Assemblée par des menaces sur sa sécurité, des menaces qu'il aurait reçues, en réponse à quoi l'Assemblée nationale assure avoir apporté toutes les garanties nécessaires en lien avec le ministère de l'Intérieur, garanties en termes de mobilisation des forces de l'ordre. Question, comme on a deux juristes, Alexis Kohler a refusé alors qu'il était convoqué d'aller devant la représentation nationale, la justice a dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Stérin va avoir le même traitement pour vous, Philippe Bilger? C'est le nom de la séparation des pouvoirs pour Kohler. C'est pas pareil. Kohler, non mais on peut, Michael. Sur deux sujets très différents qui étaient le dérapage budgétaire et le sujet de l'eau minérale avec Nestlé. Donc c'est deux dossiers qui n'avaient rien à voir. Oui, bien sûr. En plus, Kohler, c'est pas qu'il a proposé une visioconférence. Kohler, il a refusé simplement de se présenter. Mais Kohler a été d'une certaine manière validé sur le plan juridique. On a dit il n'a pas à y venir. Tandis que Stérin, moi je comprends qu'il en est assez comme si le fait d'avoir un projet politique était quelque chose de honteux. Il l'a jamais dissimulé. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. J'en parlerai de toute façon tout à l'heure. Mais on n'a pas auditionné d'autres milliardaires qui ont aussi des projets politiques. D'autant que c'est pas exactement l'objet de cette commission d'enquête puisqu'elle visait en particulier l'organisation des élections. Et on voit dans l'audition d'Arnaud Rérolle, le représentant de Périclès, comme les questions qu'il lui pose n'ont rien à voir avec l'organisation des élections, puisqu'elles concernent exclusivement l'engagement à droite de Pierre-Édouard Stérin. Non. Le troisième mot, portable, avec cet impressionnant coup de filet ce matin dans 66 prisons françaises. Un coup de filet baptisé Opération Prison Break. Oui, c'est le nom de cette opération. Les enquêteurs cherchaient à mettre la main ce matin sur 5000 mini-téléphones portables, mais vraiment mini, des modèles fabriqués en Chine, pas plus gros qu'un briquet ou qu'un pouce par exemple. Ils sont pratiquement indétectables par les portiques de sécurité et ils sont donc pour ça très prisés par les détenus. Des mules leur livrent ces micro-téléphones portables en les dissimulant bien souvent dans une partie de leur anatomie qu'on va pas nommer ici. En tout cas, le nom du modèle... Vous voulez un dessin? Le nom du modèle, en tout cas. C'est un nom qu'a beaucoup aimé Philippe David à une certaine époque. Oui. Dites-moi en plus. Alors, Anus horribilus. Pouvez commencer par F aussi. Le nom du modèle, en tout cas, laisse aucun doute sur le but de l'existence de ces téléphones. Ça s'appelle des haut-portiques. Voilà. C'est évidemment qu'une partie des téléphones infiltrés dans les prisons, que ce soit par drone ou par des complices. 5000 donc mini-téléphones portables comme ça qui devaient être récupérés ce matin par les enquêteurs. Incroyable. Ça s'appelle une clientèle captive. Ouais, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Félix, Mathieu. Merci en tout cas à vous de nous écouter tous les jours. Vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce rapport sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans pour imposer la charia dans la société française. Alors parlons vrai. Êtes-vous surpris par le contenu de ce rapport? Et à la question entrisme des frères musulmans, sommes-nous face à des années de déni? Vous dites oui avec le score brejnevien de 96%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Jacqueline Eustache-Bregnaud, sénatrice LR du Val-d'Oise, est avec nous, rapporteure de la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste et les moyens de combattre en 2020. Petite question avant de partir en pub, Madame la sénatrice, ne pas déclassifier tout, l'entièreté, est-ce que ça veut dire que c'est l'arbre qui cache la forêt? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des noms qui vont être cachés, mais l'essentiel va être dit. C'est ça le plus important et j'ai envie de dire enfin. Enfin, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Mais qui est ce Philippe David dont on parle souvent? Qui êtes-vous, Philippe? Parlez-nous. L'incarnation humaine de Culbuto. Voilà. Arrêtez, Philippe, ça va se finir au tribunal, vous le savez quand même. Vous m'appelez Culbuto. dont je serai forcément non pas la victime, mais le bourreau. Mais non, mais je ne porterai jamais plainte contre vous. Ouais, c'est ce parce que je sais que c'est bienveillant et sympathique. Écrivez-le moi là et signez-le devant témoin. Le stylo marche pas. Il peut pas marcher, il a pas de jambes. Voilà, ça c'est pour vous. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger autour de cette table, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et Loïc Guérin, avocat pénaliste. On est ravis de vous retrouver. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un document explosif entre les mains du ministre de l'Intérieur ce matin. 73 pages compilées par les services de renseignement pour tout comprendre des frères musulmans. Le noyau dur des fréristes rassemblerait autour de 400 personnes, en tout cas moins de 1000 personnes, dit le document. Il est aussi question dans ce rapport d'un solide noyau d'écoles confessionnelles, d'associations caritatives et d'un puissant vivier de prédicateurs. Cet entrisme islamiste est une menace désormais à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. Bruno Retailleau dénonce l'entrisme des frères musulmans visant à faire basculer, je cite, la société française dans la charia. Stratégie d'infiltration dans les associations sportives, culturelles et sociales. Un rapport sera présenté demain en Conseil de défense avec la présence d'Emmanuel Macron. Alors parlons vrai, est-il trop tard ou les frères musulmans ont-ils déjà gagné ou n'est-il pas trop tard? Et à cette question, entrisme des frères musulmans, sommes-nous face à des années de déni? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir? Les Vraies Voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et Jacqueline Eustache-Brinio est avec nous, sénatrice LR du Val d'Oise, rapporteure de la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste et les moyens de combattre en 2020. Madame la sénatrice, merci d'avoir accepté cette invitation. Comme l'a dit Madame la sénatrice, ce rapport va ouvrir beaucoup de yeux et éveiller beaucoup d'intelligence et confirmer beaucoup de dénonciations. Je ne crois pas qu'il y ait eu un déni tout de même, mais les frères musulmans appartenaient à cette catégorie très particulière de perversion qui ne relève pas très directement d'une matérialité tragique. Ça n'est pas le terrorisme, mais de quelque chose de beaucoup plus insidieux qui paraissait presque invisible et qui en réalité est très difficile à éradiquer parce que ça relève de processus apparemment normaux, légitimes, qui s'insèrent dans une démocratie et dont beaucoup ne voyaient pas le grave danger qu'il représentait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, à moins j'ai confiance dans le ministre de l'Intérieur, mais il est très difficile d'éradiquer véritablement ces mouvements à la fois subtils et pourtant extrêmement délétères. Michael Sadoun. Il y a bien sûr la dimension dont Philippe Bilger parle et qui est celui d'un entrisme soft qui se sert donc des failles de nos démocraties occidentales pour s'infiltrer et imposer les lois de la charia par la douceur, la séduction, l'accusation d'islamophobie permanente, etc. Et tout ça a été dénoncé, je crois, depuis des années par un certain nombre de commentateurs politiques qui parfois ont dû le faire sous les colibés, les risées et les insultes, les assimilations racistes, les procès, etc. Les procès, évidemment, juridiques. C'est aussi une méthode des frères musulmans, il faut le savoir. Donc, ça n'est pas nouveau. C'est très bien que ce soit formalisé de cette manière parce que ça va nous permettre de le combattre de manière plus précise. La deuxième perversion, c'est évidemment que on a collaboré aussi d'une certaine manière avec le développement de ces frères musulmans. Je pense notamment à l'Union européenne qui finance un certain nombre d'associations très proches des frères musulmans à hauteur de plusieurs millions d'euros parfois, qui envoie également des aides directement au Hamas, puisque je vous rappelle que le Hamas est aussi une émanation des frères musulmans, puisque ça a été monté par le Cheikh Yassine qui était directement affilié aux frères musulmans. Donc en effet, il y a eu une naïveté sur ce sujet depuis des années et la réponse, elle doit passer par le définancement de ces associations, une réponse évidemment au niveau européen. Et puis la dernière chose, c'est que les frères musulmans, c'est pas tellement des structures, c'est avant tout une idéologie. Donc comment on fait pour lutter contre le développement d'une idéologie? Eh ben on lui en substitue une autre. Donc il faut donner aussi à toute cette jeunesse qui veut trouver des repères dans l'islam autre chose qui est mise en avant par la France et par la République, des repères, des héros, une tradition, un cadre, une structure. Voilà. Loïc Guérin.
Je suis là encore, ça va être banal, mais entièrement d'accord. Et les mots que j'avais d'ailleurs notés, moi, que je voulais évoquer ici, la naïveté, l'aide de l'Union européenne, l'argent public qui est déversé aveuglément, entièrement d'accord. Je vais ajouter simplement un ou deux commentaires. J'ai noté dans l'article d'ailleurs du Figaro du jour, pour pas le citer, qui fait une synthèse de tout un dossier dessus. Voilà, il y a 13 pages assez longues que j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller lire attentivement, parce qu'il est assez détaillé et il dénonce assez clairement les méthodes qui ressemblent à des méthodes mafieuses d'une certaine manière, c'est-à-dire d'infiltration, d'organisation parallèle à une société pour venir en aide, pour accompagner sur tous les plans de la vie courante et se substituer à la République, mais aussi sur l'absence de réactivité de la part de l'Europe, parce que la France a l'air d'être en pointe, dit en tout cas l'article, et semble être vrai, mais n'est pas suivi par les autres pays européens. Et ça, c'est inquiétant. Vous pensez que l'Europe devrait changer son fusil d'épaule, notamment, comme l'a dit Mickaël Sadoun, en ne subventionnant plus certaines associations? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Madame la sénatrice, si je reprends les mots de ces tours de table, est-ce que finalement c'est du déni ou de la naïveté? Les deux. Les deux, et moi je parle en tant que femme politique. Je pense que les politiques ont aussi fermé les yeux, mis tout sous le tapis. Alors, bon, pour celles et ceux qui me connaissent, moi j'ai lutté contre ces gens-là dans ma propre ville, donc je sais de quoi je parle. Et permettez-moi de vous dire courageusement en ce qui vous concerne et depuis des années. Merci. Donc c'est vrai que moi j'apprends pas grand-chose dans ce rapport parce que d'abord j'y ai travaillé au Sénat, parce que Bruno Retailleau m'avait confié une commission d'enquête où on avait déjà décrit un certain nombre de choses. Sauf qu'aujourd'hui, la cohésion de notre pays, elle est tellement menacée. Alors j'ai entendu tout à l'heure sur les frères musulmans, oui, c'est pas une identité, mais cette idéologie, elle s'est tellement diffusée dans notre société, avec une économie parallèle, une société parallèle, avec des écoles, avec des clubs sportifs, avec des associations, avec des élus aussi assez ouverts sur le sujet, qui n'ont pas voulu, parce que, il faut le dire, les élus ont leur part de responsabilité. Mais du coup, moi je pense qu'il est grand temps de lutter. Et tout ne passera pas par le législatif, parce que combattre une idéologie, ça ne passe pas obligatoirement par des textes législatifs. Ça passe par un courage politique fort pour dire on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Et moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un grand danger, c'est que notre jeunesse se sépare. On mange plus à la cantine à la même table parce qu'on mange halal ou on mange pas halal. Voilà, ça c'est un vrai sujet. On se marie de moins en moins sur des couples mixtes. Voilà. Donc on sépare. Et quand on regarde dans la rue, moi je parle en tant que femme, on se sert des femmes pour imposer cette idéologie. On n'a jamais vu autant de femmes voilées dans notre pays que depuis quelques années. Je vous confirme. Donc, on se sert des femmes. Et le voile est un étendard politique. Ça fait 15 ans que je le dis. J'ai été traitée de tous les noms que je partais dessus. On le voit aujourd'hui. On se sert des femmes. On victimise un certain nombre de choses. Mon corps, c'est mon choix. C'est ridicule quand on utilise ça. On les met à part. On en est dans notre pays et on y réfléchit parce que moi, je fais de nouveau un travail sur le sujet en disant islamisme, obstacle à notre cohésion sociale. Pourquoi je le dis? Parce qu'on voit aujourd'hui des gamines de 4 ans dans les rues voilées de la pied à la tête, on leur dit ton corps on le cache et on est persuadé. Donc il est grand temps de dire qu'on ne veut pas ça. La France, ce n'est pas ça. Et on fait ici, c'est pas la Oumma qui nous met ensemble, c'est la communauté française et la nation. Faire nation, c'est partager les mêmes codes, partager les mêmes règles. Et il faut que tout le monde les comprenne. Et il faut que tout le monde l'affirme. Et c'est maintenant ou jamais. Vraiment, vraiment. On n'a jamais vu... pardon, allez-y. Non, je rebondissais sur ce que vous disiez, le nombre de gens qui ont salué les Iraniennes qui ont enlevé leur voile et qui, en France, estiment que finalement elles trouvent ça super. C'est pour ça que c'est un débat un peu compliqué, en fait. Madame la sénatrice, croyez-vous que le combat, bien sûr, il faut le mener. Pensez-vous qu'il peut aboutir véritablement à une victoire de la démocratie contre ce mouvement totalement nuisible? Moi, j'y crois, si on est clair sur ce qu'on veut faire dans notre pays et si on veut se dire que nous avons l'unité de notre pays à préserver. Vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, cet antisémitisme débridé, qui est monstrueux pour moi, des gens de ma génération, je veux dire, tout ça est lié. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut avoir du courage, de l'exigence. Alors moi, j'ai toujours dit, pour combattre cette idéologie mortifère, ça allait bousculer
c'est sûr. Ça va peut-être générer des manifs, mais on s'en fout. C'est la France d'aujourd'hui que l'on doit protéger pour la France de demain. Comment peut-on accepter que dans notre pays, des enfants ne vivent plus ensemble parce que les religions les séparent? C'est juste insupportable. Et cette idéologie, elle remet en cause notre démocratie, notre mode de vie et notre unité. Et elle favorise le vote de l'extrême droite, hein, clairement. Et moi, je comprends les gens qui en ont ras-le-bol de subir en permanence les dictats d'une religion qui veut passer les règles de la religion avant les règles de la République. Eh ben ça, on doit l'écrire, on doit l'exiger avec courage. Vraiment. Et après, c'est Antoine, hein, 0826 300 300. Je salue d'abord le discours que vous tenez, qui est clair, qui est concis, qui me semble être marqué du coin du bon sens. Donc j'aimerais l'entendre plus souvent et qu'il aille un peu plus loin. Et je me réjouis de l'entendre. J'ai une question simplement à vous poser. Est-ce que concrètement, je me doute bien qu'il n'y a pas de solution miracle, comme tout fait sociétal, de toute façon il n'y a pas de solution miracle, mais quelles seraient les solutions à court ou moyen terme, telles que par exemple vérifier d'où viennent les sources de financement pour assécher ce financement, parce qu'en général c'est toujours le nerf de la guerre. S'il n'y a pas d'argent, c'est plus difficile de faire de la propagande. La loi Darmanin. La loi séparatisme a écrit un certain nombre de choses sur les financements. Alors est-ce que elle est complètement appliquée? Est-ce que on a tous les critères pour éviter ces financements? On commence à avoir des financements, mais il faut combattre l'intérieur de ce qui se passe, par exemple, dans des lieux de culte. Je suis désolée, moi, on me dit de temps en temps, sur les écoles coraniques, parlons-en, moi, je n'ai pas d'état d'âme. On me dit, mais toi, Jacqueline, les écoles coraniques, c'est comme le caté quand elle est au caté. Ah non, parce que moi, quand je sortais du catéchisme, j'avais pas le crâne bourré de discours anti-républicains. Il se passe dans les écoles coraniques, c'est le Coran avant la République. C'est une réalité. C'est pas le caté, certaines écoles coraniques. Faut arrêter de dire ça. Et la transmission de la religion, moi, mes copines musulmanes, elles n'allaient pas à l'école coranique, c'était les parents qui le faisaient. Donc, je veux dire, il faut qu'on arrête de culpabiliser et de dire c'est comme si. Non, c'est pas comme si, c'est autrement. Et on a laissé tout ça s'infiltrer dans le sport, à l'école, partout, dans le caritatif aussi. Hein. Vous avez des associations caritatives, on sait pourquoi elles ont été montées, uniquement pour les musulmans. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, vraiment, il faut que les Français et les hommes et femmes politiques prennent conscience que notre responsabilité, c'est de ne pas participer à la partition de notre pays et à la séparation des gens qui vivent chez nous. C'est un vrai combat. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que moi j'ai fait des recherches, et le lycée par exemple d'Averroès à Lille, Elisabeth Borne fait appel de la décision du tribunal administratif de Lille pour mettre fin au contrat avec l'État. Mais si la justice va à l'encontre de ce que veut l'État, ça devient compliqué quand même. Eh bien, il faudra se trouver des outils pour les fermer quand même. Moi, ça fait des années, alors Averroès, mais moi je les ai auditionnés, Averroès justement, dans la commission d'enquête dont on vous a parlé. Enfin, c'est pas besoin de passer une demi-heure avec les responsables de lycée Averroès pour comprendre qui ils sont. Vous avez la même chose avec l'IESH de Château-Chinon. Ça fait des années que je dis que c'est le bras armé des frères musulmans. On a partout. C'est l'Institut européen. Bien sûr. Voilà, soi-disant formation d'imam. Donc on les connaît, on le sait, et au moins le rapport qui va être déclassifié, même s'il manque quelques noms, c'est pas grave, parce que il y a probablement des choses à pas écrire, enfin j'en sais rien, mais l'essentiel va être dit, et j'espère que ça va être un électrochoc, ça va bousculer, ça va pas plaire, mais tant pis. Allez, 0826 300 300, Antoine est avec nous de Nîmes. Antoine, une réaction? Oui, je ne peux que saluer les propos de Madame la sénatrice. Je voudrais juste rappeler deux faits historiques qui rejoignent un petit peu votre idée. Simplement le fait que Napoléon a obligé le judaïsme à s'accorder avec le code civil en son temps. Il y a aussi eu la loi de séparation des églises adoptée en 1905 qui a fait suite à 25 ans d'affrontements, ce qui était quand même assez costaud. Et pour finir, certains États comme l'Autriche, l'Égypte ou l'Arabie Saoudite ont interdit les frères musulmans. Ou même la Jordanie il y a quelques jours. Je suis d'accord avec Maître Bilger qui dit que c'est difficile à éradiquer. C'est une question de courage politique à mon sens. Vous avez raison. Alors, Michael, si vous me permettez, je fais une petite nuance. C'est plus facile dans des pays comme la Jordanie ou l'Égypte d'interdire les frères musulmans parce qu'ils ont une organisation. Nous, le problème, c'est qu'ils ont infiltré des assos. Il n'y a pas une association qui dit « moi, je suis frère musulman ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aller chercher là où ils sont
partout où ils sont. C'est ça notre sujet. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la question de la structuration de l'islam en France et en effet la question du concordat, c'est-à-dire du fait que l'État doit se mêler des affaires religieuses, commence à se poser. Comme en Alsace-Moselle. Ça s'est en effet posé à l'époque où le judaïsme ne posait pas problème pourtant à la France, mais où Napoléon avait considéré qu'il fallait trouver une espèce d'accord pour intégrer les juifs à la citoyenneté française de manière universelle, ce qui s'était fait depuis le début de la Révolution française. Et aujourd'hui, il faut ramener ce sujet sur la table. Vous parliez tout à l'heure, Madame la sénatrice, de l'IESH, qui forme un certain nombre d'imams. Pourquoi est-ce que l'État ne peut pas encadrer la formation des imams en France pour qu'ils tiennent un discours compatible avec nos valeurs et avec la culture française? Parce que précisément la loi de séparation des églises et de l'État empêche de le faire. Donc il faut revenir sur ce régime qui n'est plus adapté du tout à la situation. Parce que le problème, c'est pas l'infiltration de la religion au niveau de l'État, c'est l'infiltration d'une religion au niveau de la société. Donc si on veut vraiment traiter le problème, il faut que l'État ose aussi sortir de ses prérogatives normales pour un petit peu s'arranger avec l'islam de France. Jacqueline Eustache-Brinio, c'est révolutionnaire ce que demande Michael Sadoun, la fin de la laïcité, le retour d'avant 1905. Un petit peu. Je ne partage pas tout à fait ça. Et moi, je ne supporte pas le mot islam de France. Est-ce que la religion juive, on lui a imposé une religion juive de France? Non, vous avez raison, mais... Donc, est-ce qu'un islam de France, je ne supporte pas ce mot. Il y a l'islam, point, qui doit rentrer dans la République et... Là, moi je dis toujours, la religion c'est du privé, c'est à la maison. C'est discret. Privé, mais on l'impose pas aux autres. Donc l'islam Napoléon de France, a imposé quand même un cadre au judaïsme. On va pas leur demander d'écrire des nouveaux textes, quoi. Donc c'est. Excusez-moi, mais ce que dit Michael Sadoun est vrai. Dans le grand Sanhédrin, il a imposé des règles au judaïsme. Et il a imposé aussi une structure qui s'est ensuite matérialisée sous la forme du consistoire. Exactement. Et ensuite il y a eu une formation rabbinique. Et vous savez, dans le judaïsme français aujourd'hui, on a même une prière pour la République française. Donc vous avez c'est une acculturation en fait longue à la France. Oui, mais regardez ce qu'on essaye de faire depuis Nicolas Sarkozy. On essaye de structurer, on n'y arrive pas. Le CFCM, etc., ça n'a pas abouti. Parce que vous avez les Turcs, vous avez les Marocains, vous avez les Algériens, vous avez les Tunisiens, vous avez maintenant les Comoriens. Donc tout ça t'entretue, on n'y arrive pas. Donc à un moment, il faut dire, écoutez, stop. En France, c'est comme ça. Vous rentrez dans la République, votre religion, tout le monde la respecte, pas de sujet avec ça, mais c'est les codes de la République avant votre religion dans l'espace commun, dans notre vie commune. Et on ne sépare pas les enfants, par exemple, les adolescents, les sportifs. Non, ça, je suis d'accord avec vous. Et on serre la main des femmes, si possible. Et on serre, et même on embrasse les femmes. Ouais, exactement. Voilà, encore mieux. Oh, ça dépend qui, parce que pas les moches. Ça va. Non, les garçons moches qui embrassent les filles. Maintenant, j'ai compris pourquoi vous ne faisiez plus la bise, Cécile. Oh, mais non. C'est une blague, c'est pour détendre, bien entendu. Merci beaucoup, Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise, rapporteure de la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste et les moyens de combattre. Et c'était en 2020, mais en tout cas, votre sujet est toujours porteur, bien entendu, et vous êtes la bienvenue chez nous. Allez, dans un instant, on garde Antoine. Le qui c'est qui l'a dit, on fait une petite pause. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table des vraies voix, à ma gauche, Philippe Bilger, à ma droite, Michael Sadoun, à ma droite gauche, Loïc Guérin. Voilà. Centre droit. Centre droit, ouais. À ma droite gauche. Parfois, j'ai pas de mots, je vous le dis, c'est une catastrophe. Je le sais, mais c'est comme ça. Mais c'est beau. Hein. Vous ferez le tri. Antoine est avec nous. Antoine ? Oui, toujours. On est content de vous avoir, Antoine. Est-ce que vous pouvez nous lancer le qui c'est qui l'a dit, s'il vous plaît, monsieur ? Oui, le quiz des vraies voix, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mais c'est sobre, c'est bien, c'est bien aussi. Qui c'est qui l'a dit ? Mon ennemi politique principal, c'est l'affaiblissement de la France. Antoine. Retailleau ? Non. Non. Marine Le Pen ? Non. Bardella ? Édouard Philippe ? Bonne réponse Édouard d'Antoine. Philippe, exactement, président du groupe Horizon. C'était ce matin sur Sud Radio, exactement. Qui c'est qui l'a dit sur les agressions contre les élus ? À l'occasion des élections de 2026, on prépare une sorte de kit qui permettra aux élus de pouvoir réagir. Alors on se demande ce qu'est le kit. Antoine, c'est un ministre dont on parle peu souvent.
Très proche de Retailleau. Darmanin? Non. Nasrou? Il a un nom de meuble. Oui. De meuble, mobile. Et il a un milliardaire américain qui porte le même nom que lui. Bon. Buffet. Bonne réponse. Là, c'est Philippe Bilger qui était le plus rapide. François-Noël Buffet. C'est pas grave. Il ne peut pas tricher. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. Question qui c'est qui l'a dit sur la proportionnelle. On ne se résout pas à une crise politique. On ne résout pas une crise politique avec un mode de scrutin. Antoine. Bayrou? Non. Non. C'est à gauche. Et c'est faible. Fort. Bonne réponse. Olivier Faure. Je me suis dit, elle est quand même dure avec un personnage politique. Moi, je suis bête, tu vois, j'ai pas compris. Qui c'est qui? Je ne donne jamais de jugement de valeur. Qui c'est qui l'a dit, Antoine? Quand j'entends Bruno Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire la différence avec ce que dit le RN. Langoucha? Je sais pas. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Dominique de Villepin. C'est vraiment un argument. Question qui c'est qui l'a dit? L'islamophobie est un concept utilisé de manière victimaire pour justifier certaines actions. Antoine. Retailleau? Non. Non. C'est une femme. Le Pen? Non. Ministre. Ministre. Ouais. Un peu celle qui parle pour les autres. Prima. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Elle est étonnante, Prima. Porte-parole du gouvernement. Qui c'est qui l'a dit? Et celle-là, je l'ai trouvé très drôle, vu le personnage, sur le scandale des eaux Nestlé. Quand on voit la situation aujourd'hui, il vaut mieux être clair et admettre une erreur d'appréciation. En termes d'euphémisme, dur de faire mieux. Antoine. Non, je vois pas. Alors, c'est un député qui était ministre de la Santé. Oui. Véran? Non. Après Véran. Ah oui, comment il s'appelle? C'est le copain de Sandrine. Rousseau. Bonne réponse. Oui, mais le prénom. Aurélien. Aurélien. Non, c'est moi qui ai Aurélien. C'est trop C'est lui facile. qui a Rousseau, c'est le copain de Sandrine. L'important, c'est Rousseau. Donc, vous n'avez pas dit Jean-Jacques? Oui, c'est ça, il était sur Jean-Jacques. Bon, je vous remets 3 points à Bilger, on est généreux. Je mérite un point et demi. Je vous mets 3 points aussi. Ah, ça me fait plaisir. Bah, ça va, c'est un bon joueur. Attendez, il y a un nom, il y a un prénom, 3 points chacun. Voilà, c'est bien. Merci. Allez, qui c'est qui l'a dit? L'un des premiers chantiers, c'est de redéfinir notre logiciel. Antoine. Retailleau. Bonne réponse d'Antoine. Bien, Antoine. Qui c'est qui l'a dit? On a besoin de Laurent Wauquiez. Et ce sera la dernière question. Retailleau? Non, c'est une femme. Non, c'est une femme. Genevard? Non. Présidente. Pas de Nantes. De région. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Voilà. Et la remontada de Mickaël Sadoun? Je pense que Philippe Bilger va être furieux que j'ai mis 3 points à chacun parce que Mickaël Sadoun bat Philippe Bilger de 3 points. Ouais, mais je suis bien devant. Antoine est à 6 points. Quant aux arguments de la défense, on les attend. J'ai été pris de court. Voilà, c'est ça. Pas été assez vite sur Buffet. Et Antoine, Ça fait deux qui c'est qui l'a dit d'affilée que je gagne. Non, Oui, mais bah oui, mais il y c'est a, parce il y a un être qu'on excusez-moi. sacrifie. C'est parce qu'il est poli, c'est tout, Philippe. mais bien sûr. Il Je avait suis toutes les... sacrificiel. Mais bien sûr, il Mais avait bien toutes sûr. les réponses, bien entendu, parce que Philippe David lui donne. Donc, Les Antoine. auditeurs apprécieront. Mais il était de bonne qualité. Absolument. Ah, très Antoine, bien, en tout cas, excellent. vous étiez un très bon auditeur. On est ravis de vous avoir et on est très heureux de vous avoir avec nous. Ravi, vraiment, je vous écoute toujours avec joie, ne changez rien, vous êtes au top. Merci beaucoup, Antoine. Vous faites quoi dans la vie, Antoine? Je suis responsable commercial. Ah, quel beau métier. Et c'est pour ça qu'il nous flatte, parce que c'est un bon oui. commercial. Ah oui, c'est sûr. Il a une belle voix. Il y a quelque chose à nous vendre, je crois. Et en Antoine. plus, non, il ne met même pas une remise, hein, il nous flatte comme ça. Allez, tac. Allez, je vous ferai 3% sur facture. Exactement. On vous embrasse, Antoine. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est le journal et puis la météo de Rémi André. Et on espère que du côté de Toulouse, en tout cas, ça se passera un petit peu mieux. Et le coup de gueule de Philippe David? Ah, retour en 1981. Je suis tombé de l'armoire en entendant ça. Ah, moi, je sais pas, je t'ai pas né. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et on vous souhaite la bienvenue. On est très heureux d'être avec vous, avec autour de cette table Philippe Bilger qui est avec nous, Mickaël Sadoun, Loïc Guérin et vous. Bonjour. Au 0826 300 300. Et puis vous savez, on a décidé de vous offrir des cadeaux, donc on va vous en offrir encore grâce à notre partenaire Lexon, puisque vous allez pouvoir remporter par exemple de très jolis cadeaux. Alors dans un instant, vous pourrez être surpris, mais peut-être vous allez pouvoir avoir des produits Lexon, des bubble lamps avec des chargeurs à induction, des radios Taiko, des anciennes Bluetooth, Minoté échange et rechargeable, ou encore le MagBank, qui est une batterie sans fil externe magnétique, en tout cas pour remporter ce très joli cadeau. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans le cadeau, mais vous allez pouvoir nous appeler au 0826 300 300 et Philippe Dalévite, vous allez me donner un chiffre. Oh, allez, on va donner le 10 parce que j'aime beaucoup ce numéro au football. Ouais, c'est ça. Allez, le 10e appel au standard au 0826 300 300 et on espère sincèrement que c'est vous dans un instant. Dans un instant aussi, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, on va râler tout de suite, même si vous le voulez bien. Râlons tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui s'appelle Nancy, préfecture de la Meurthe-et-Moselle. Pourquoi Nancy ? Parce que c'est là que s'est tenu ce week-end le congrès des jeunes socialistes et on y a entendu des propos qui sont, à mon avis, surréalistes. On écoute ceci. Nous sommes les défenseurs de l'émancipation de l'homme. À notre tour, nous reprendrons le flambeau de la lutte pour le temps retrouvé, avec la semaine de 4 jours, sans réduction de salaire. Nous le reprendrons avec la retraite à 60 ans. Et nous y parviendrons, mes camarades, en recréant un ministère du temps libéré. Vous venez d'entendre Théophile Bernard, secrétaire national des jeunes socialistes, à la tribune dimanche. Et je me demande comment on peut tenir de tels propos qui relèvent de l'ineptie économique la plus totale. Commençons par la semaine de 4 jours sans réduction de salaire. Si on fait le même nombre d'heures en 4 jours, pourquoi pas ? Mais n'oublions jamais que nous sommes dans une concurrence mondialisée et que si les boîtes françaises font le week-end de 3 jours chaque semaine, leurs concurrentes étrangères seront là pour répondre aux clients le vendredi ou le lundi. Tous les économistes disent qu'on travaille trop peu en France, certains voudraient qu'on travaille encore moins. Pareil pour la retraite à 60 ans. Piège à gogo qui était pourtant dans le programme du nouveau Front Populaire lors des dernières législatives et qu'ils auraient été bien évidemment incapables de mettre en œuvre s'ils avaient gagné. Comment parler de retraite à 60 ans alors qu'on n'a pas le premier euro pour la financer et que les gens vivant de plus en plus vieux, il va falloir qu'ils cotisent plus longtemps, sauf à vouloir les faire vivre avec des retraites au niveau du RSA. Enfin, pour le ministère du temps libéré, ce n'est que le remake du ministère du temps libre qui a existé sous la Ve République de 1981 à 1984 et, n'en déplaise à Théophile Bertrand, je n'attends rien de l'État pour gérer mon temps libre comme 99% des Français. On a déjà une fonction publique pléthorique et plus 1 euro pour la faire grossir. On ne va donc pas faire un nouveau ministère qui ne servira à rien. Bref, si le PS n'a que le programme de 1981 à proposer aux Français pour la prochaine présidentielle, il y a fort à parier qu'Anne Hidalgo, avec ses 1,74% en 2022, aura fait un score brillant comparé à celui du ou de la future candidate du PS en 2027. Si Théophile Bernard, il porte un très beau prénom et sérieux, je crois qu'en effet, on irait vers la catastrophe. Mais je me demande si dans ce propos, il n'y a pas un petit parfum utopique. Au fond, on a le droit, quand on est un jeune socialiste, de rêver, d'imaginer un temps libre, un temps libéré. Peut-être qu'il s'amuse, au fond. Ouais, enfin, je trouve que la modernité a quand même montré qu'on faisait pas toujours des choses extraordinaires de notre temps libre. Si on était dans les années 20 ou 30, je plaiderais vraiment pour une réduction du temps de travail. Je pense que c'était une réelle émancipation. Oui. Mais comme disait un ancien président de la République qui est fortement apprécié par Philippe Bilger, un homme pour vivre a besoin de travailler et d'aimer. Donc je crois qu'il faut un temps pour aimer et un temps pour travailler. Voilà. Il fallait être président pour dire ça. Mais si tu réfléchis bien, il y a une certaine profondeur. C'est toujours plus facile quand on est payé par les impôts du reste de l'État de parler de travail, mais oui, bon, il y a un peu d'utopie sans doute, il est très jeune. Un peu beaucoup, hein. Ah oui, bien sûr, mais bon, son profil semble amener plutôt à ce genre de propos. Maintenant, si on doit le prendre au pied de la lettre, effectivement, c'est terrifiant, mais alors ce qui m'amusait, c'est un peu piquant, c'est de se demander si le ministre en question serait rémunéré. Ah bah bien sûr.
Parce que je vois pas trop ce qu'il va faire. C'est clair. Décider des congés de Loïc Guérin. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle autre chose. Ça n'est plus du socialisme. C'est basculer un petit peu plus loin, ça. Des congés, Loïc Guérin. Allez, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Philippe David. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le Ludovic Ménard, directeur de la rédaction en chef de l'Écho du Berry. La France qui reste debout, une opération en partenariat avec Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec autour de cette table Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger. J'ai des mots qui ne correspondent pas du tout aux invités d'aujourd'hui, avec Michael Sadoun et Loïc. J'ai encore oublié mon prénom et mon nom. Guérin, pas du tout. Je vois Françoise Degois dans mon truc. Je me dis, elle était là, je ne l'aurais pas vue. C'était étonnant. Alors, confondre deux barbus avec Françoise Degois. Ouais. C'est pas gentil. Écoutez, c'est pas. Voilà, tout va bien et on vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Tout de suite, la France qui reste debout. Les vraies voix Sud Radio. Et on en vient maintenant à cette opération organisée toute la semaine avec Sud Radio et le syndicat de la presse hebdomadaire régionale. Aujourd'hui, on s'est penché sur les déserts médicaux, Félix Mathieu. Des zones où l'on manque de généralistes et bien souvent encore plus de spécialistes. La France, oui, manque de médecins et la remise en cause du numerus clausus n'aura pas d'effet immédiat, le temps d'en former forcément de nouveaux. Face à ça, deux initiatives concurrentes se sont un peu chevauchées ces dernières semaines. On en parlait ici même. Les députés ont adopté contre l'avis du gouvernement une proposition de loi pour réguler les installations de médecins libéraux, c'est-à-dire que dans les zones déjà bien pourvues en médecins, il faudrait attendre qu'un autre s'en aille pour pouvoir s'établir. Proposition de loi adoptée par l'Assemblée, pas encore par le Sénat. Le Sénat qui en revanche a adopté le projet de François Bayrou avec ce principe, vous savez, d'inciter les médecins à se projeter 2 jours par mois en dehors de leur cabinet pour se rendre dans un désert médical. Pour en parler, nous retrouvons le directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry. Bonsoir Ludovic Ménard. Bonsoir Félix. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Alors, réguler l'installation ou bien envoyer les médecins 2 jours par mois dans une zone en souffrance. Est-ce que vous pensez qu'une de ces deux mesures aurait les faveurs des habitants concernés par le problème sur votre zone de diffusion dans le Berry ? Les faveurs, forcément, Félix. Mais vous voyez que le corps médical n'est pas totalement d'accord avec ça. Je suis encore un peu sonné par le débat qu'on a eu dans la matinale de Patrick Roger ce matin, quand le docteur Kirzek a dit dans des aires médicales il y a des aires, d'un air de dire si les médecins vont pas dans les zones sous-dotées, c'est parce qu'il n'y a rien. Et j'ai regretté un petit peu de ne pas l'avoir invité à venir un peu dans nos territoires, voir qu'il y a des gens qui vivent, où il y a une qualité de vie plutôt pas mal, et ils ont certains confrères qui apprécient de pratiquer dans ces territoires-là. Oui. Alors, sans dénigrer les territoires, ça peut être parce que la personne veut être près de sa famille, par exemple, en fait, tout simplement. Alors on sait qu'il y a des statistiques qui ont démontré qu'effectivement il y avait 50% des étudiants en médecine qui finissaient par exercer ou dans leur environnement familial ou autour de leur lieu de formation. C'est aussi pour ça que dans le plan Bayrou, il y a aussi l'idée de créer dans chaque département une première année de médecine pour créer, en gros, susciter des vocations avec en se disant peut-être que ces étudiants-là, en débutant leur cursus dans leur territoire, seront peut-être plus enclins à y revenir. On a constaté que, évidemment, les déserts médicaux sont une plaie pour tous ceux qui les subissent, mais j'ai remarqué que dans certains territoires ou en province, ça avait créé des pratiques inventives de la part des citoyens. Est-ce que vous avez connu ça dans votre région, monsieur ? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, dans le prochain numéro de l'Écho du Berry, on va rapporter un cabinet médical à Neuvy-Saint-Sépulcre qui marche d'ailleurs du tonnerre de Dieu, mais c'est aussi parce qu'on a des professionnels de santé qui sont très actifs, qui notamment sont maîtres de stage ou interviennent dans des universités, et quelque part ça crée des ponts avec les territoires. On a aussi une initiative Médecins solidaires qui a été initiée dans la Creuse et qui maintenant a deux centres de santé dans l'Indre et dans le Cher, où là les médecins s'engagent à venir 1 semaine par an pour
exercer dans des territoires sous-dotés. Donc effectivement, ça incite tout le monde à multiplier les initiatives, mais parallèlement, on voit qu'il y a des territoires qui, soi-disant, seraient plus attractifs que le nôtre, que le Berry. Par exemple, la Vendée, elle rencontre aussi des problèmes de densité médicale, notamment dans le bocage. Donc on voit qu'il y a aussi quelques soucis. Parfois, on nous dit c'est parce que l'outil est pas suffisamment moderne. Donc il y a des collectivités qui créent des maisons de santé. Et il y en a certaines qui sont pleines, mais il y en a d'autres aussi qui sont des coquilles vides. Donc on se rend compte qu'on arrive un petit peu à une limite, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que le système ne permet plus, notamment, d'irriguer des médecins un petit peu partout, quoi. Et c'est vrai, le boucher les trous avec des opérations qui fonctionnent et qui sont plutôt très intéressantes, mais c'est un vrai problème aussi pour les patients sur le suivi médical, par exemple. C'est clair. Le suivi et la prévention, Cécile, quasiment plus. Je disais ce matin, un pédiatre, il doit y en avoir 2 ou 3 dans le département, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de parents qui n'y pensent pas. On fait un dossier cette semaine sur les allergies, les pollens, donc et la conclusion du dossier, c'est de dire que il faut essayer de les prendre en compte le plus tôt possible quand vous avez des allergies. Et nous, on a 2 allergologues, donc c'est ce qui pousse beaucoup des habitants de nos territoires sous-dotés à aller dans des plus grandes villes pour avoir des rendez-vous plus rapidement, mais souvent on doit faire 200 km, voire même venir à Paris pour trouver des spécialistes. Ce matin, il y avait Xavier Roy, qui est un médecin urgentiste, qui disait que effectivement cette semaine solidaire, si elle pouvait être finalement imposée à tout le monde, aux généralistes et aux spécialistes, qu'une semaine par an ils aillent un petit peu exercer dans des territoires sous-dotés, ça pourrait déjà être très bien, quoi. Et ça serait dans l'esprit aussi du serment d'Hippocrate, quoi, de ne laisser personne sur le bord de la route. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Ludovic Ménard, directeur et rédacteur en chef de l'Écho du Berry, qu'on vous incite à lire, bien entendu, dans le cadre de cette opération La France qui reste debout, un partenariat avec Sud Radio et le syndicat de la presse hebdomadaire régionale, ce qui nous permet de traiter des sujets importants des territoires. Allez, vous restez avec nous, on fait un petit tour de table de l'actu dans un instant avec le... Merci beaucoup Félix Mathieu, pardon. Mathieu Kassovitz, avec vous Michael Sadoun. On va parler de la commission scandaleuse visant Pierre-Édouard Stérin. Oh, dis donc, vous partez. Je suis un teasing très énervé. Loïc Guérin. Tout aussi scandaleuse, c'est la nouvelle loi pénale sur les mineurs. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et 17h-19h, vous avez entendu le jingle. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une petite demi-heure. C'est sympathique. Avec autour de cette table, Loïc Guérin, Michael Sadoun, Philippe Bilger et vous au 0826 300 300. Mais en attendant, Philippe David. C'est le tour de table de l'actualité de nos vraies voix. Buenas tardes, amigos. Vous voulez une petite blagounette qu'on m'a raconté ce week-end? Mais non. Qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Une douche. J'ai rien compris. Le tour de table de l'actualité. Plus ça va, plus je me dis qu'elle est spirituelle, celle-là. Une fois, vous aviez eu un fou rire la première fois. Je continue, vous savez, moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Philippe Bilger. Elle est très bonne parce que je l'ai compris. Voilà, c'est ça, exactement. Moi aussi, c'est pareil. Mathieu Kassovitz, au sujet du racisme et des Français qui disent de Mathieu Kassovitz a dit, en substance, il n'y a plus de Français de souche, la France est raciste, et il a ajouté « J'aime qu'on se mélange, il faut être mélangé ». Ce qui me frappe, c'est que le fond n'est pas supportable, je trouve qu'il a tort. En ce qui me concerne, je ne raffole pas forcément des mélanges dont il éprouve la dilection, parce que ça dépend de qui on met dans le mélange. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce propos est tout de même acceptable, parce que la forme est correcte. Je veux dire, il n'insulte pas. Je sais, mon cher Michael, je suis excessivement sensible à la forme. Ça n'est pas une... On peut discuter du propos. Voilà ce que je veux dire, parce que il est exprimé correctement. Désolé. C'est déjà quelque chose de politique. Se réjouir de la disparition des Français de souche, comme il les appelle lui-même, c'est ni plus ni moins qu'une manifestation pour moi du racisme. C'est-à-dire, il faut
vraiment détester le blanc et le français dit de souche pour en parler comme ça? Qui peut souhaiter la disparition j'ai envie de dire de n'importe quel groupe il n'y a plus de français culturel ou ethnique? C'est déjà faux. Absurde. Oui, mais simplement, je veux dire, ça n'existe plus on et c'est pourrait bien en heureux. discuter. Écoutez, ça n'est pas des éruptations, ça n'est pas des gens, je pense, des députés LFI, certains. Non, c'est un propos vide d'artiste pas très intelligent. Je pense qu'il mesure même pas la portée de ce qu'il dit. Il a certainement un peu de talent, mais pas beaucoup d'intelligence. Voilà. Là, vous faites deux costumes gratos. J'ai lu la déclaration. En revanche, je suis défaillant sur le contexte dans lequel ça s'inscrit. Est-ce qu'il a été interviewé sur un autre sujet? Je n'en sais pas plus. Il a érupté sur un réseau social quelconque. Il a dit quelconque. le problème dans ce pays, c'est que nous avons le même problème depuis 20 ou 30 ans, ou je ne sais plus combien d'années il dit. Il y a un racisme latent dans ce pays. Désolé de vous dire que c'est la même chose. Je ne considère pas que le racisme soit un problème central de la France aujourd'hui. Je suis désolé de vous dire qu'on vit dans un des pays les moins racistes du monde entier. Et ça, c'était dans une interview? Voyager partout, même en Occident. Sur France 5. On vit dans le pays le moins raciste. Dans l'émission du monde. C'est à vous. Ça part en plus d'une révolte que je trouve totalement débile, quoi. Ça ressemble à du buzz, à sa invention, si je dois répondre. C'est de la facilité intellectuelle. Donc vous êtes hostile à Mathieu. Ça s'est vu. Mickaël Sadoun. Oui, moi je voulais parler de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui vise Pierre-Édouard Stérin. Enfin, qui en fait se tient sur l'organisation des élections supposément, mais qui a donc invité Pierre-Édouard Stérin et qui l'a incité à venir en physique à l'Assemblée nationale. Et c'est un détail qui a son importance. Pierre-Édouard Stérin a refusé pour des raisons d'organisation et de sécurité. Et, il faut rappeler le contexte, dans le cadre de Périclès. Dans le cadre de Périclès, évidemment. Je rappelle qui est Pierre-Édouard Stérin rapidement. C'est un milliardaire qui a fait fortune avec Smartbox et qui aujourd'hui finance tout un tas d'initiatives de nature politique, métapolitique, associative, à droite, voilà. Et il assume ce positionnement à droite, donc on peut le dire. Il a refusé de se rendre physiquement à l'Assemblée nationale et ça a provoqué la colère de Thomas Cazenave qui a considéré que c'était inacceptable, parce qu'il habite en Belgique et c'est ce qu'il habite en Belgique. C'était compliqué pour lui de venir pour des raisons d'organisation et de sécurité. Alors, l'insistance de Thomas Cazenave pour que Pierre-Édouard Stérin vienne physiquement à l'Assemblée nationale me semble parfaitement politicienne et elle révèle, à mon avis, la mascarade que constitue cette audition. Parce qu'il y a plusieurs exemples quand même qui sont des précédents et qui montrent cela. La première chose, c'est évidemment les 2 boycotts d'Alexis Kohler pour venir devant l'Assemblée nationale et il n'a même pas proposé une visioconférence. L'une, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, sur le dérapage budgétaire de l'État et l'autre, c'était sur le dossier de des eaux minérales Nestlé. La deuxième chose, c'est que Carole Delga a été auditionnée fin avril en visioconférence par l'Assemblée nationale. Donc visiblement, c'est une modalité qui convient parfaitement quand c'est Carole Delga et plus du tout quand c'est Pierre-Édouard Stérin. Ça pose quand même quelques questions. La dernière chose, enfin, sur les questions qui ont été posées à Périclès et qui pourraient être posées à Pierre-Édouard Stérin, c'est que je prends l'exemple d'un autre milliardaire qui est engagé politiquement et qui le dit texto, qui est Mathieu Pigasse, qui s'est engagé pour le nouveau Front Populaire et qui a même dit qu'il mettrait ses médias, je rappelle, c'est Le Monde, Les Inrocks, etc., au service de sa lutte contre l'extrême droite, entre guillemets. Lui n'a pas été auditionné par cette commission d'enquête. Et il n'a d'ailleurs pas été auditionné depuis 2022, année dans laquelle il y a eu une commission d'enquête sur la concentration, le contrôle des concentrations dans les médias. Donc, tous ces exemples me font penser qu'il y a évidemment un acharnement politique contre Édouard Stérin, que cette audition est une mascarade qui ressemble beaucoup à celle qu'a subie Vincent Bolloré et Maxime Saada au moment de la commission d'enquête sur le contrôle des concentrations dans les médias. Et donc, je pense que Pierre-Édouard Stérin a raison de ne pas se pointer à l'Assemblée nationale. Philippe Bilger, rapidement. Mickaël a été très très convaincant et le paradoxe c'est qu'on en a parlé avant d'avoir le bonheur d'être sur ce plateau. Eh bien, vous m'avez convaincu. Ah. Ça fait plaisir. En tout cas, je suis convaincu qu'il y a un aspect politique. Et puis le député en question, que je connais un petit peu, n'est pas là complètement par hasard non plus. Il me semble qu'il est issu d'une fratrie et d'une lignée qui est très, disons, favorisée sur le plan de la représentation nationale. Donc c'est toujours un petit peu piquant de voir les gens s'offusquer de principes fondamentaux. Je ne dis pas qu'il ne les respecte pas, mais disons qu'il est plutôt bien né. Je me contenterai de dire ça. Loïc Guérin, la nouvelle loi sur la justice pénale des mineurs inquiète, visiblement. Oui, elle inquiète, elle désespère un peu. Alors, je profite de mon temps d'antenne régulier, dont je vous remercie ici, pour souvent répéter
à l'envie et au besoin cette catastrophe nationale qui est cette légifération permanente, cette grenouille législative que l'on a en France, où on veut systématiquement ajouter du texte au texte et réformer le texte qu'on a réformé la veille. On en est exactement là, et c'est monsieur Attal qui porte en plus cette proposition de loi, parce qu'elle vient directement du Parlement, donc c'est assez original de ce point de vue-là, et qui aboutit aujourd'hui à modifier à nouveau les textes sur les mineurs, textes qui, je le rappelle, ont été entièrement refondés dans un code spécifique depuis quelques années seulement. En 2021. En 2021 exactement, qui date un peu d'avant, mais qui a mis du temps à se mettre en place et qui avait été censuré partiellement par le Conseil constitutionnel. Texte qui, au demeurant, appelle un certain nombre de réserves. J'ai pas le temps ici d'expliciter, c'est un peu technique, mais avec une césure qui ne fonctionne pas pour l'avoir pratiquée, ça ne marche pas. C'est une usine à gaz, et là encore, je vous fais grâce des technicités procédurales, mais pour lesquelles les cours d'appel s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent même pas traiter le texte. J'ai des loupés dans lesquels j'ai pu représenter des personnes, que ce soit auteurs ou victimes d'ailleurs, en l'occurrence c'était victime, de viols, qui n'ont même pas été convoqués par la cour d'appel parce qu'on considérait que l'appel ayant été interjeté par le condamné, ou en première instance, je n'avais pas vocation à être présent parce que je n'étais pas partie à la procédure. Vous voyez, on en est réduit à des absurdités totales, où finalement les principes fondamentaux sont non respectés parce que le texte est mal rédigé, mal conçu, mal pensé, ce que vous voulez. Là, on réforme ce texte-là qui est déjà pas terrible, et on aggrave encore un peu plus les sanctions parce qu'on est dans la course à l'échalote populiste, parce qu'évidemment le grand public va se dire c'est chouette, on sanctionne plus les délinquants mineurs, c'est très bien, c'est très bien. Sauf que les délinquants mineurs, ça peut être aussi son fils, ça peut être sa fille, ça peut être son voisin, ça peut être son neveu, c'est tout le monde. Et prévoir par exemple de la détention provisoire possible pour des moins de 16 ans, ou accentuer encore un peu les rétentions, donc des formes de garde à vue dirigées par le parquet sans contre-pouvoir sur des enfants de 13 ans, ça aboutit à certaines catastrophes. On est déjà dans le concret témoin de choses assez scandaleuses sur lesquelles je ne m'étendrai pas aujourd'hui, mais un dossier actif pour des mineurs de 13 ans à peine, où on colle de la garde à vue du côté du parquet sans trop y réfléchir, histoire de secouer le cocotier un peu, parce que ça remplit les cases, et puis qu'on ne s'abaisse pas à descendre en garde à vue pour les gens à quoi ils ressemblent. Donc ce texte-là s'inscrit dans cette mouvance de sanctions toujours plus lourdes et qui ne résolvent aucun problème. Aucun problème. Mon cher Loïc, alors là, je ne suis pas d'accord avec l'avocat brillant que vous êtes. Aujourd'hui, sur les deux plateaux de la balance, il y a une précocité absolue des mineurs dans les transgressions les plus graves, et de l'autre côté, il y a votre philosophie que je respecte, mais on doit choisir. Je suis plutôt du côté de ce que vous dénoncez. Allez, très rapidement, parce que déjà on a rajouté 2 minutes. Rapidement, mais la réalité, c'est pas une absence de répression de la part de la justice. Il y a 100% de réponse pour les mineurs, aujourd'hui à peu près, et les sanctions sont à la hauteur, en général, plutôt des exactions. C'est une idée pas nécessairement vraie que de s'imaginer que les mineurs échappent aux sanctions. Il y a des sanctions, elles sont adaptées aux mineurs. Il y a des engagements constitutionnels de la France aussi, non ? Enfin, internationaux. Merci beaucoup Loïc Guérin, merci beaucoup en tout cas à vous, et vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vrais voix reviendra sur cette erreur de 6 milliards, un peu plus de 6 milliards et demi d'euros détectés par la Cour des comptes pour les comptes de la CAF. Alors parlons vrai, est-ce que cette somme qui représente 8% des prestations vous semble surréaliste ? Et à la question 6,3 milliards d'erreurs à la CAF, l'État doit-il nous rembourser de ces erreurs de gestion ? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Benoît Perrin sera avec nous dans quelques instants, directeur de Contribuables Associés. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante, et puis vos invités que je connaissais pas aussi paraît très intéressants. Oui, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dernière ligne droite des vraies voix ce soir avec autour de cette table Philippe Bilger, Loïc Guérin et Mickaël Sadoun. Et vous le savez, Sud Radio généreuse en infos, en convivialité, en drôlerie et surtout en cadeaux, puisque nous avons au téléphone Alain qui est avec nous. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Philippe et Cécile, pardon. Ah bon, ouais, j'étais à 2 doigts de raccrocher, je vous le dis tout de suite. Il m'a vengé parce que vous m'avez appelé Sadoun. C'est quelqu'un de votre famille, Alain, donc c'est ça. C'est ça. Qui nous appelle de Nice. Alain, on est très très heureux en tout cas de vous ayez appelé, puisque vous avez remporté donc un pack Lexon avec une radio Taiko et une enceinte Tamo, et vous allez
allez pouvoir bien sûr presque vous baigner avec, hein, parce que vous savez que l'Exxon c'est quand même très pratique quand on prend son bain sous l'eau et tout, c'est assez canon. Et on est ravis de vous offrir ça, mon cher Alain. Bah écoute, je suis ravi également. Je vous remercie beaucoup Sud Radio et l'Exxon. Et voilà, très Merci. bien. Et vous faites quoi dans la vie, Alain? Je suis dans la restauration, je suis cuisinier. Ah, magnifique. Bravo. Et pourquoi vous venez pas chez moi ce soir préparer le dîner? Il suffit de m'inviter. Ah, voilà. Pour moi, ce sera pisse saladière et farci. Non, mais c'est chez moi, Philippe. Il s'invite, lui, il faut quand même. Alain, merci d'avoir joué avec nous. En tout cas, on est ravis de vous avoir eu. Et puis, on en profite pour féliciter Bernadette de Bayonne, qui a gagné ce très joli bracelet pour la fête des mères. La fête des mères, bien entendu. Et il y aura encore des cadeaux demain. Alain, vous restez avec nous. On revient dans un instant avec le coup de projecteur des Bravois, puisque la Cour des comptes refuse de certifier les comptes de la CAF pour la 3e année consécutive. La raison paraît invraisemblable. Une erreur de 6 milliards de 300 millions dans les comptes de caisse d'allocation familiale. Alors parlons vrai. 3 ans de refus de la Cour des comptes de valider les comptes de la CAF. Est-ce que l'État n'est pas complice de ces fraudes ou au moins incompétent? Et à cette question, 6,3 milliards d'erreurs à la CAF, l'État doit-il nous rembourser ces erreurs de gestion? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, Benoît Perrin est avec nous, directeur de contribuables associés. Philippe Bilger, sur ces questions de la CAF. Alors la CAF, j'ai pas envie de cafeter, hein, mais ceci étant dit, je comprends, à partir du moment où la Cour des comptes refuse de certifier les comptes, elle le fait pour la 3e fois, eh bien, évidemment, on nous remboursera pas, c'est une évidence. Mais je suis curieux de savoir comment on peut mettre en cause une telle incurie qui est durable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre l'État face à ses responsabilités? Et vous avez deviné que je transmets le bébé financier tout à l'heure à Benoît Perrin. Michael Sadoun. Oui, en effet. Alors, pour un peu contextualiser le truc, la CAF, c'est la branche évidemment famille de la sécurité sociale. Ça représente à peu près 100 milliards d'euros de dépenses de l'État sur les 720 milliards d'euros de dépenses de l'État de sécurité sociale. D'accord? Donc sur ces 100 milliards de dépenses de la branche famille, on a donc 6,3 milliards de versements indus, ce qui a été pointé par la Cour des comptes, auquel il faut ajouter une fraude qui est estimée à peu près à 4 milliards. Ça fait donc 10 milliards, donc 1 euro sur 10 dépensé par la branche famille de la sécurité sociale, en fait, et du gaspillage d'argent public. Et c'est pas mieux pour les autres branches de la sécurité sociale. Je suis allé voir des petites infos tout à l'heure. Ce que ça me fait penser, c'est, j'ai pas envie de commencer à pointer du doigt les fonctionnaires qui feraient mal leur travail, ou évidemment les citoyens qui parfois sont responsables de fraude, puisque c'est eux qui remplissent mal les documents de manière involontaire, mais souvent volontaire, pour toucher plus d'aides que prévu. Ce qu'il faudrait simplement, c'est une meilleure organisation de l'État quand même, avec une utilisation du numérique, des technologies, etc. Pourquoi pas de l'IA dans l'avenir pour mieux gérer ça. Et la deuxième chose que ça me fait penser, c'est que quand on parle de l'économie sur la dépense publique, on entend souvent « Ah, mais notre argent, il va financer les dîners de Macron, ou il va financer l'Assemblée nationale ». Il faut que les gens qui nous écoutent sachent que ces dépenses-là, c'est un pois chiche dans le couscous. Le gros de la dépense publique, c'est la sécurité sociale. Et ce dossier le montre bien, et j'espère qu'on va s'y attaquer, parce que les 10 milliards que j'ai pointés tout à l'heure, c'est un quart des économies qu'on doit faire l'année prochaine. C'est même un grain de semoule dans le couscous. Une petite chose sur là aussi pour contextualiser les articles qui font référence à l'erreur effectivement de 6,5 milliards, qui est assez incroyable. On l'air quand même de sous-entendre que ce cumul de montants, ce qui le contextualisera peut-être, si j'ai bien compris, c'est pas seulement de l'argent qui est dépensé à tort, c'est aussi de l'argent qui n'a pas été versé, qui aurait dû être versé. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout. Donc ça veut dire que c'est pas 6,5 milliards de dépensés mal, c'est 6,5 milliards qui n'ont pas toujours été dépensés correctement. Ça veut dire que certaines sommes ont été attribuées à certains qui n'ont pas eu, qui n'auraient pas dû, et à l'inverse n'ont pas été versées. Donc je ne sais pas exactement si ce chiffre est de l'argent effectivement dépensé ou l'erreur cumulée. Et tout va nous être dit par Benoît Perrin. Alors Benoît Perrin. Alors bonjour à tous, bonjour Cécile, bonjour David, bonjour à tous. Alors c'est vrai que ça a été très bien dit par Michael, il faut comprendre la cartographie de la dépense publique pour comprendre justement l'importance de la dépense sociale. La dépense publique, c'est 50% des dépenses de protection sociale, 20% dépensées par les collectivités locales et 30% dépensées par l'État. Donc autrement dit, si vous voulez faire des économies en France, il est évident qu'il faut vraiment agir sur la sphère sociale, puisqu'encore une fois, c'est 50% des dépenses.
Alors là, la Cour des comptes, comme chaque année, effectivement, a sorti un rapport qui certifie ce qu'on appelle la fiabilité des comptes sur toutes les branches de la sécurité sociale. Et celle qui est mise en avant, pour être en quelque sorte une mauvaise élève, c'est effectivement la branche famille, puisque, on l'a dit tout à l'heure, vous avez à peu près un peu plus de 6 milliards d'erreurs. 6 milliards d'erreurs, c'est absolument colossal, puisque, on l'a dit, c'est à peu près 8% des sommes qui sont versées tous les ans par la branche famille. Et la branche famille, c'est quoi? C'est d'abord des aides au logement, les allocations familiales, le RSA, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé. Bref, c'est vraiment un volet qui est extrêmement important. Il gère beaucoup d'argent et dans énormément de domaines. Alors là, ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'en gros, vous avez 3 prestations pour lesquelles il y a beaucoup d'erreurs. 1, le RSA. 2, la prime d'activité. La prime d'activité, c'est une prime qui est versée à des salariés qui reprennent une activité sous condition de ressources. Et là, la Cour des comptes nous dit qu'il y a une prime d'activité sur 4 qui comporte une erreur. C'est absolument colossal. Et puis évidemment, les aides au logement pour lesquelles il y a aussi énormément d'erreurs. Et ça a été souligné, ce sont des erreurs à la fois des allocataires et en même temps de l'administration. Donc ce n'est pas que des fraudes, ça englobe les fraudes, qui est un sujet effectivement majeur. On parle de grosses masses. La protection sociale, c'est à peu près 800 milliards. Si vous simplement détectez 3% de fraude, vous collectez du jour au lendemain 24 milliards. Je rappelle que le gouvernement est à la recherche de 40 milliards. Ouais. Ah oui. Mais est-ce que la situation... On leur enverra l'émission, ouais. Si ça ne vous dérange pas. Comment expliquer que la Cour des comptes ne valide pas les comptes 3 années de suite? Parce pas une fois on essaye de corriger, 2 fois on essaye encore plus. Comment a-t-on pu en arriver là? Alors, ce que la Cour des comptes reproche à la branche famille, c'est effectivement des promesses de plan d'action que la branche famille avait, s'était engagée à faire, et en fait des plans d'action qu'elle n'a pas mis en place, ou alors en tout cas des contrôles qu'elle n'a pas assez fait de manière précise. Et pourquoi? Parce que le sujet est tabou, c'est quoi le problème en fait? En fait, le sujet, c'est effectivement, c'est la fraude sociale, et la fraude sociale, c'est un tabou parmi les tabous en France, parce que c'est en fait pour beaucoup s'attaquer aux pauvres, puisque je rappelle que sur toutes les aides qui sont gérées par la branche famille, eh bien, il y en a énormément qui sont consacrées, qui sont sous condition de ressources. Qui dit sous condition de ressources dit donc qu'elles sont attribuées à des personnes qui sont, pour une grande partie d'entre elles, naturellement, en situation de précarité. Et donc, les gouvernements successifs ont du mal à s'attaquer franchement à cette fraude, alors qu'en fait, on sait que c'est un volet qui est effectivement assez prometteur. Je vous prends juste un chiffre. Dans le dernier rapport du ministère de l'économie, qui a fait un rapport en fait sur la fraude sociale, il indique, tenez-vous bien, que seulement 5% des fraudes sociales ont été recouvrées. C'est-à-dire que vous aviez à peu près 3 milliards de fraudes sociales qui avaient été détectées et l'État n'a été capable que d'en récolter au final seulement 5%. En revanche, quand vous regardez la fraude fiscale, eh bien le taux de recouvrement, il est de 88%. Donc autrement dit, il y a des grosses marges de manœuvre du côté de la fraude sociale, notamment, et ça a été dit aussi, parce que l'État est mal équipé en termes de système d'information, parce que l'État ne croise pas assez ses fichiers, entre les fichiers de banque, les fichiers fiscaux, les fichiers sociaux, parce qu'il faut aussi plus de contrôleurs. Vous avez seulement 750 contrôleurs à la caisse d'allocation familiale. Compte tenu des montants, il est évident que ce n'est pas assez. Et puis évidemment, il faut sévèrement sanctionner les fraudeurs pour pas qu'ils recommencent. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Et vous revenez quand vous voulez, hein. Mon cher. Ouais, avec joie. Et ben nous aussi avec joie. Et avec joie d'avoir accueilli ce soir Loïc Guérin, avocat pénaliste. Merci beaucoup, cher Loïc. Merci Mickaël Sadoun et merci Philippe Bilger. Merci Philippe David. On vous retrouve à partir de 20h, Philippe. Et oui, pour les vraies voix du foot. Et vous, on vous retrouve tout de suite pour les vraies voix de l'emploi. Absolument, les vraies voix de l'emploi. Et on va vous expliquer comment répondre au chômage avec Instagram et Facebook. On en parle dans un instant jusqu'à 20h. Allez, à tout de suite.